Salut, j'espère que vous vous portez bien. J'ai envie d'initier un vlog un peu long parce que j'ai envie de prendre le temps. Je reviens de congé, c'était trop bien. Pendant ces vacances, je me suis rendu compte que j'aimais lire de longs livres parce que, donc avec ma grand-mère, comme je vous disais sur les réseaux sociaux, j'ai été la voir. Oh oh. J'ai été la voir et il s'avère qu'on a décidé de lire une série ensemble qui s'appelle Blackwater, qui a été écrite par Michael McDowell, qui a été éditée par la maison d'édition Toussaint Louverture, qui est une maison d'édition qui fait des super belles couvertures. Ce sont des livres qui se lisent extrêmement bien. C'est une série qui m'a plu sans non plus me retourner le cerveau. C'était un bon moment, mais j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait pas de grande réflexion sur la vie et c'est moins le genre de contenu, le genre de texte que j'aime lire ou le genre de contenu que j'aime consommer. Le livre sur lequel s'est posé mon dévolu s'appelle Solénoïde de Mircea Cartarescu. Je ne prononce pas très bien parce que c'est du roumain et c'est une langue que je ne maîtrise pas. Et en fait, ce roman, qui est qualifié de roman fleuve, permet de suivre un personnage très étrange, repoussant même je dirais, parce que le livre s'ouvre sur sa problématique de poux. Il a des lentes, il a des poux, son crâne le démange. Et en fait, il nous raconte sa vie dans ce journal, qui est le sien, Solénoïde. Il y a beaucoup de répétitions, et à chaque fois, on apprend quelque chose, et ça nous emmène dans son univers, qui est très solitaire, presque vide de relations humaines. Il parle beaucoup de la solitude. On a l'impression que c'est presque un enfant qui s'est élevé tout seul à la manière de Kirikou, mais sans le village qui l'accompagne autour. Il est assez répugnant, on a l'impression qu'il se lave très peu, il transpire beaucoup, il reste dans son lit, il passe 10 années de sa vingtaine à sa trentaine à lire tout ce qu'il peut lire dans l'objectif de devenir écrivain. Et il va faire face à un événement qui va le traumatiser, qui est la lecture de son poème lors de ses études de littérature. Il va se manger une critique acerbe de plusieurs personnes, de ses professeurs, qui vont expliquer qu'en fait le livre qu'il a écrit, la poésie qu'il a écrite est complètement pompeuse, n'a aucun sens, qu'elle ne vaut pas la peine d'être lue ou écrite, et surtout que la personne qui a écrit ce texte ne sera jamais un écrivain. Donc jusqu'ici, on parle d'autodétermination, on parle de détermination, on parle de ce qu'on est capable de faire, de qui on est et comment le devenir. Et l'auteur a une vision qui me paraît un peu étrange personnellement, puisqu'il va dire que si on est écrivain, on écrit. Comme si on naissait avec des talents et qu'on ne pouvait pas les cultiver. Si on n'a pas ces talents, on n'a pas ces talents et c'est tant pis. Et à la fois, je trouve qu'il fait preuve d'énormément d'honnêteté parce qu'il pourrait s'arrêter là-dessus et dire que de toute façon, il n'a jamais eu de talent. Mais il est aussi extrêmement conscient du fait qu'il y a ce mythe de l'auteur incompris qui aurait pu écrire des merveilles, mais qui n'auraient pas été comprises à une certaine époque, à l'époque contemporaine de l'auteur, qu'il pourrait continuer à écrire, et en fait, il commence à mettre en parallèle toutes les vies qu'il aurait pu avoir, notamment sa vie d'écrivain. Et ça, c'est un sujet que j'adore. Les vies qu'on aurait pu vivre si on avait pris différentes voies, fait différents choix. Et il y a un paragraphe que j'ai trouvé génial. À la fin, je serai enroulé comme par un coton de fil translucide de milliards de vies virtuelles, de billions de voies sur lesquelles j'aurais pu m'engager, changeant de manière infinitésimale l'angle de progression. Nous nous retrouverons, après l'aventure d'une vie, des milliards de mois, possibles, probables, accidentels et nécessaires, chacun arrivé au bout de son histoire, et nous nous raconterons nos réussites et nos échecs, les aventures et les moments d'ennui, la gloire et la honte. Aucun ne prévaudra sur les autres, car chacun est au centre d'un monde qui n'est en rien plus irréel que celui que je nomme réalité. Tous les mondes infinis générés par les choix et les accidents de ma vie sont aussi concrets et vrais les uns que les autres. Mes milliards de frères, avec lesquels je parle à la fin, dans l'hypersphère additionnant tous les récits générés par mon balai dans le cours du temps, sont riches ou pauvres, ils meurent jeunes ou de grande vieillesse, certains ne meurent jamais.
Ils ont du génie ou sont des ratés, des clowns ou des entrepreneurs de pompes funèbres. Si rien de ce qui est humain ne m'est étranger, finalement, j'embrasse à travers mes frères réels virtuels toutes les possibilités et j'accomplis toutes les virtualités incluses dans les articulations de mon corps et de mon esprit. Certains seront si différents de moi qu'ils transgresseront la barrière du sexe, les impératifs de l'éthique, la gestalt du schéma corporel, devenant infra-humain, surhumain, ou d'une espèce alternative d'humain. D'autres ne seront différents de moi que par d'imperceptibles détails. Une seule molécule d'ACTH libérée par un corps strié, alors que ton corps strié à toi n'en aura libéré aucune. Une seule cellule K en plus dans ton sang. Un éclat étranger dans ses yeux. Bah, je trouve que la prose est juste très belle. C'est très agréable à la lecture et qu'il a une façon d'exprimer des pensées que j'ai pu avoir en se permettant d'aller au bout de la réflexion, en cherchant la bonne formule, en cherchant tout et son contraire, puisque là on parle de parallèle et de ce qui fait de nous ce qu'on est. Et je trouve ça fascinant. Il pose aussi la question avec laquelle je me suis endormie ce midi et qui m'a réveillée parce que c'est une question qui me traverse énormément en ce moment. Il dit « Te voilà dans un rêve, mais le rêve de qui ?» Et ça pose ici la question de la vie que l'on mène et de la vie que l'on souhaiterait mener, de la personne que l'on est. Pourquoi est-ce qu'on vit la vie qu'on mène? Est-ce que c'est pour nous, parce qu'on a fait des choix réfléchis, posés, qu'on est certain de nous, ou en tout cas qu'on ne souhaiterait pas en avoir d'autres, en avoir fait d'autres, même si on peut toujours avoir la curiosité de voir les vies parallèles dont il parlait précédemment. Mais c'est aussi un rappel à soi-même de toujours se demander ce que nous, on a vraiment envie de vivre et pour quelles raisons, essayer de les comprendre et puis réussir à mettre en place cette personne qui existe quelque part et qu'on a matérialisée par des actions. Il parle aussi du fait que parler, c'est bien, mais agir, c'est mieux, et que se sentir écrivain sans être capable d'écrire un livre, pour lui, ça n'est pas être écrivain. Se sentir poète sans être capable d'écrire un poème reconnu, pour lui, ça n'est pas être écrivain. Et je trouve que ça pose cette question très difficile de l'alignement entre ce que l'on pense être, ce que l'on dit, et ce que l'on fait. Et je n'ai lu que 76 pages, et je suis déjà absolument subjuguée par ce livre, par la prose et par les questions qui émergent de ma lecture. Et du coup, c'est une très longue introduction pour vous dire qu'on va lire ce livre ensemble, mais que je vais prendre le temps. Salut les gars, j'espère que vous me voyez. Je voulais juste faire un petit interlude parce que le texte vient de prendre un petit tournant, enfin hier soir. Le gars a acheté une maison et il a acheté la maison parce qu'il a rencontré un mec trop bizarre, Nicolas, je sais pas trop. Donc le gars est complètement starbé. En fait, il a construit un solénoïde, d'où le titre. Et il l'a placé sous la maison apparemment, et du coup ça lui donnerait des propriétés parce qu'elle est sur un nœud énergétique, machin, je sais pas quoi. Enfin bref, ça a l'air complètement starbé. Le narrateur, comme on peut pas du tout lui faire confiance, et il le dit lui-même parce qu'il est complètement fantasque, il va acheter cette maison. Et c'est pour ça qu'il y a une maison sur la couverture. Enfin, je pense. Et du coup, là, je suis à fond. Cette maison, est-ce qu'elle va être labyrinthique? Est-ce qu'il va réussir à aller en dessous? Est-ce qu'il va vraiment y avoir des trucs magiques? Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un peu des éléments fantastiques dans ce récit. Fantastique, on s'entend, il n'y a pas de dragon et tout, mais parfois, il raconte des trucs qui sont physiquement impossibles. Genre, j'ai marché sur l'eau, j'ai fait des trucs comme ça, donc il me fait trop rire. Et franchement, j'adore la prose, malgré les répétitions. Je passe un trop bon moment et j'ai trop hâte de découvrir ce que cette maison cache. Et du coup, grâce à cette maison, on a enfin eu des interactions. C'est-à-dire pas uniquement lui qui présente son poème et les profs qui lui disent que c'est une énorme crotte, ou lui qui raconte qu'il a pleuré quand il avait 6 ans parce qu'il a lu un livre d'un auteur italien qui l'a complètement bouleversé. Mais on a vraiment lui qui parle avec quelqu'un qui lui parle, qui l'appelle jeune homme, qui lui donne un surnom, donc comme ça on va pouvoir enfin
lui donner un petit nom parce que j'en ai marre de l'appeler le narrateur. Et voilà, mais je suis hyper excitée. Je trouve que le personnage a un rapport à son corps qui est extrêmement étrange. Il parle de fluide corporel sans jamais interagir avec personne. Il a tout le temps l'impression d'être décorporé. Il a tout le temps, souvent il décrit des choses qui me font penser à de la dissociation. Il n'est pas du tout dans son corps et du coup, moi qui peux avoir parfois aussi un peu cette sensation de pas forcément habiter ma chair, je trouve ça intéressant de le lire pour voir à quel point on peut aller encore plus loin et voir comment est-ce que ça va évoluer. Est-ce que peu à peu, dans cette maison, avec cette énergie, il va réussir à se reconnecter à lui-même, avoir des sensations. Et en plus, je trouve qu'il y a un paradoxe, parce qu'il dit souvent qu'il ne sent pas son corps ou qu'il ne se sent pas dans son corps, mais les 5 sens sont extrêmement utilisés, et notamment l'ouïe. L'ouïe et la vue qui sont pour lui enfin on dirait presque qu'il est misophone et les couleurs l'oppressent, mais alors les sons le font éclater. À un moment il est dans sa classe parce qu'il est professeur de roumain, il est dans sa classe et ses élèves, non pas ses élèves, la cloche sonne pour sonner la fin de la classe et il dit et j'éclate en morceaux et je les ramasse petit à petit. Enfin c'est très étrange ce truc d'être hypersensible avec ses 5 sens, d'en ressentir presque des sensations corporelles et en même temps d'être incapable de se sentir rattaché à son corps. Donc c'est un personnage qui m'intrigue énormément et j'ai trop hâte d'en découvrir plus. J'ai écrit dans mes marges est-ce que les lectures remplissent sa vie ou est-ce que sa vie se vide parce qu'il lit sans discontinuer? J'ai envie de prendre mon temps, j'ai envie de le déguster et comme on dit souvent, on ne découvre nos livres préférés qu'une fois. Et j'ai l'impression que celui-là va beaucoup me marquer parce qu'il aborde énormément de sujets qui me touchent. Une petite citation que j'ai trouvée absolument merveilleuse. Il parle du fait que parfois, avec nos parents, avec nos proches, on les aime, mais on n'arrive pas à communiquer. Et on s'empêche d'avoir certaines conversations qui, au fil des ans, vont cristalliser nos relations. Et il l'écrit de manière très poétique. Avec les ans, une croûte de porcelaine isolante a recouvert la moindre parcelle de peau de notre corps et, chez nous, on n'a plus entendu que le tintement des céramiques heurtées à chaque fois que nous nous retrouvions dans la même pièce. J'interromps ma lecture parce que donc je suis en train de relire la partie que j'avais envie de relire. Et là, je me rends compte qu'il y a un élément essentiel de la vie du narrateur à côté duquel j'étais passée. Mais essentiel! C'est-à-dire qu'il vient de dire qu'il a une ex-femme, et je ne l'avais pas vue à la première lecture. Oh, non mais en fait, aussi pour vous dire pourquoi je suis tellement choquée, c'est-à-dire que on a tellement aucune information sur ce lecteur. Enfin, je sais que plus tard on va en avoir un peu plus, et j'en ai déjà eu à ma première lecture, enfin. Mais là, c'est la première fois qu'il interagit avec quelqu'un, avec une femme, il a un rapport sexuel avec elle, il nous en parle, il nous parle de ses plans d'un soir, et là il nous dit « Mais je ne lui ai rien dit de mon journal, ni du cabinet dentaire, ni de mon ex-femme qui venait justement de tenir un rôle étrange dans nos draps. » Quoi? C'est incroyable. Bref, j'ai hâte d'en découvrir plus sur ce personnage. Il est tellement étrange. Et l'écriture est exquisite. Regardez ce qu'il dit quand ils ont leur rapport sexuel. Je trouve ça tellement beau. J'ai accepté ces fantasmes dès le premier instant, comme s'ils avaient été depuis toujours également les miens. Salut, j'espère que vous m'entendez bien. J'avais dit que je faisais une update toutes les 100 pages. Je n'ai pas tenu parce que je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais à la page 570. Et j'en suis à la page 740. Donc, j'ai bien avancé, je suis fière de moi. Je lis comme si c'était mon travail. J'ai vraiment envie de finir ce livre et je crois, d'ailleurs, première remarque, que c'est mieux de le lire quand même assez rapidement pour rester dans le flot de la lecture et essayer de comprendre. Les chapitres sont assez longs et comme en fait il parle de différentes époques de sa vie et de différents sujets, pour bien suivre et avoir l'avancement des étapes et de toute la réflexion, c'est bien de lire quand même plutôt rapidement. Après, franchement, les deux se font parce que pendant la première partie, j'avais bien aimé lire lentement. Bref, tout ça pour dire que vous n'avez pas forcément besoin de l'étaler. Je commence à comprendre là où il veut nous emmener. On commence à voir comment
3 ou 4, je pense que c'est 4 choses dans sa vie l'ont vraiment impacté. Donc d'abord, il y a eu l'écriture de son poème qui a été rejeté, son divorce, son enfance et la mort de son jumeau. Et du coup, là, on a déjà géré à peu près le poème. On est en train de gérer le divorce, c'est très triste. C'est très très triste. Franchement, en fait, je sais pas à quel point je vais vous donner des informations. Mais du coup, il gère 4 blessures. Le livre est divisé en 4 parties. Et dans ces 4 parties, on arrive à certaines conclusions sur les différents traumas qu'il a vécu dans sa vie et qui l'ont formé. Et en fait, tout ce journal, j'ai l'impression, est créé pour faire sens à ce qu'il a vécu. Comme on fait chacun quand on réfléchit sur notre vie, on essaye de faire sens des événements qui nous sont arrivés ou qu'on a mis en place, bref, des événements de notre vie. Et là, on passe dans une période très triste, mais je commence tout juste à avoir un attachement au personnage, c'est assez étrange. En fait, il m'intrigue, mais je suis pas du tout attachée à lui. Là, il a vécu un événement très difficile, qui est très bien décrit d'ailleurs. Il parle de la folie, et bon, je l'ai jamais vécu, mais il parle de la façon dont on a l'impression de perdre quelqu'un qu'on a connu, qu'on a aimé, par la folie, par la maladie mentale. Et je trouve ça hyper intéressant de voir l'impact que ça a sur lui, sur la personne, l'impact des médicaments, etc., sans jamais en fait vraiment citer le mot ou les mots. Et je trouve ça très bien fait. Bon, ça je vous l'ai dit, de toute façon je continue à penser que sa prose est très belle. Et la traduction, franchement, très beau travail d'ailleurs, parce que qui a Laure Hinkle, et bah franchement, traduire 970 pages, c'est pas évident, avec des mots très compliqués, des concepts de physique, de géométrie, de trigonométrie, d'hyperespace, pas espace, vous voyez, dans le ciel, mais hyperespace, les espaces, les dimensions. Voilà, donc il essaye de faire sens de tous ces traumas, et pour en faire sens, il fait appel à des concepts très denses, donc que je viens de vous citer. Et là, donc j'ai hâte de finir cette partie, il me reste un chapitre dedans, et ensuite j'en serai à la 4e partie, et la dernière, et il me restera, je pense, 200 pages, ouais, un petit peu plus de 200 pages. Donc je devrais le finir cette semaine, et je vais pouvoir vous poster la vidéo. Yes. Tout ça pour dire que je réapprécie le livre et qu'en fait, j'apprends des choses sur moi en tant que lectrice. J'ai besoin de me plonger dans les livres et j'ai beaucoup de mal à lire plusieurs livres en même temps, la plupart du temps. Et quand je fais ça, c'est que le livre ne m'accroche pas nécessairement. Donc en fait, soit il faut que je persiste, soit que je fasse une vraie pause. Mais cet entre-deux de lire et en même temps m'arrêter, ça fonctionne pas très bien. Voilà. Mais j'ai hâte de connaître la fin. Et j'espère qu'elle sera claire, à peu près, et que je vais comprendre. J'ai fini Solénoïde de Mircea Cartarescu. Je vous avais promis des updates toutes les 100 pages. Elles n'ont pas eu lieu. J'avais promis de lire l'Ossement. Je ne l'ai pas fait. En vrai, je me suis vraiment laissée absorber par le dernier quart du livre. Je pense, les 300 dernières pages, je les ai quasiment lues d'une traite, en tout cas sur une journée. Que vous dire. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement étrange. Parce que je n'ai pas fait mes devoirs, tout simplement. C'est un livre qui se passe en Roumanie, qui est un pays dont je ne connais rien. Et je ne me suis pas dit que j'allais aller me renseigner sur l'histoire parce que j'avais un peu la flemme et que j'avais envie de lire le livre comme si c'était de la fiction littéraire. Sauf que pas de chance pour moi, Mircea Cartarescu, dans ce livre, écrit une des vies parallèles qu'il aurait pu avoir si son premier roman avait été mal accueilli. Dommage, Caro. C'est vraiment pas de chance. Et du coup, quand j'ai lu l'article que je vous mets en description, j'ai trouvé que ça donnait beaucoup plus de profondeur au texte, parce qu'il explore toutes les facettes de sa vie qui auraient été différentes. Il réinterprète tout ce qu'il a vécu pour essayer de lui donner sens dans cette nouvelle vie qu'il n'a pas connue. Ou seulement en partie. J'ai trouvé pendant un très long moment que c'était un livre que je trouvais extrêmement déprimant. Je vous en ai d'ailleurs parlé parce que l'auteur était très cynique, très seul. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de femme, il n'a pas de parents. On a l'impression qu'il s'élève tout seul, qu'il n'a besoin de personne, que de toute façon il ne trouve personne, qu'il va toquer à des portes de maisons qui sont vides, tout est décrépit autour de lui. Et pour faire sens de tout ça, le meilleur moyen qu'il a trouvé, c'est de s'inventer des choses fantastiques dans son quotidien. Trouver une jeune femme enfermée dans de l'ambre à la manière d'un insecte. Une obsession pour les insectes, une passion pour la physique quantique. Il va pouvoir nous écrire des pages et des pages sur l'histoire du Rubik's Cube et essayer de trouver en fait les thèmes qui feraient du sens dans sa vie parce que ce sont des choses qui l'ont suivi, qui l'ont habité. Je trouve que le livre fait sens à la fin. Et avec cet article. Vraiment. Mais malgré tout, j'aurais du mal à dire que c'est un coup de cœur.
C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement difficile, peut-être pas la meilleure première entrée en matière pour cet auteur. D'abord parce qu'il y a une dimension autobiographique, autofiction. Ensuite parce que ça demande des connaissances minimum, hein, j'aurais pu les avoir, sur l'histoire de la Roumanie et sur la dictature qui l'a habité pendant 20 ans, donc pendant toute la période de ce livre. Et parce qu'il faut aussi accepter de ne pas tout comprendre, mais je pense comme dans sa vie. Et c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire. Notamment quand je me lance dans une brique de 900 pages, presque 1000, 970 pour être exact. En revanche, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs images qui étaient très jolies. Je vous ai déjà parlé de l'image des tasses de porcelaine qui s'entrechoquent et qui ne se parlent plus. J'ai trouvé ça très très beau. Il y a aussi une image avec des billes qui seraient des souvenirs et qui m'a fait penser au film, enfin au dessin animé Inside Out, que j'ai trouvé très joli également. Le livre était très agréable à lire, la prose est belle. Bravo, vraiment bravo à la traductrice qui s'appelle Laure Hinkle, parce que franchement, réussir à traduire des termes de métaphysique, d'hypersphère, des mots qui font la moitié d'une page, je suis juste admirative. Alors peut-être que le roumain est sa première langue, mais franchement, même en français, je suis pas sûre de connaître ces mots. Donc bravo, bravo, et vive les dictionnaires, j'imagine. Mais elle a quand même réussi, avec ces mots compliqués, avec la traduction, à garder une certaine poésie dans ce livre, et je pense que ça, c'est quelque chose qui existe chez Mircea Cartarescu. Je l'espère, parce que j'aimerais bien lire autre chose de lui, quelque chose de plus court, pour voir si vraiment il y a un fil conducteur. Parce que là, j'ai eu du mal à trouver les fils conducteurs, parce qu'en fait, on les cherche avec l'auteur. Enfin, avec l'auteur narrateur. Ce que j'ai trouvé aussi très bien dans l'article, donc, dont je vous parle, c'est que Mircea explique que c'est un roman fleuve dans le sens où il l'a écrit sans se relire. C'est pour ça qu'il y a énormément de répétitions, c'est pour ça aussi que on a l'impression parfois que c'est un peu fouillis, parce que c'est le cas. C'est juste le cas. J'ai trouvé ça assez fascinant et en fait, je me suis vue être plus indulgente une fois que j'avais ces informations. Le truc, c'est que j'ai du mal à conclure sur ce livre parce que je ne sais pas à qui je pourrais le recommander. Lisez-le si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est un livre qui vaut le détour, mais ce n'est pas à ranger dans une catégorie. C'est ce que j'appelle un livre ovni qui flotte comme ça et qui juste nous habitera. Nous fait nous poser énormément de questions et m'a vraiment donné envie de lire le taon, enfin je vous l'écris là, d'Ethel Vionich, il me semble, qui est un livre révolutionnaire et qui traverse toute cette histoire et je ne sais pas de quoi ça parle et ça me stresse. Donc je voulais le lire pour cette vidéo et au final je me suis dit non. Voilà, 1000 pages ça suffit, je vais pas m'en rajouter 500. Mais c'est un livre que je lirai. Malheureusement, il n'a pas été traduit en français, donc ça va être compliqué de le lire en anglais. Peut-être pas, on verra. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas envie de lire en anglais. Et puis, je suis un peu déçue, parce que vous voyez, pour cette première vidéo de lecture XXL, j'avais envie de vous envoyer des trucs, des waouh, c'était incroyable, vraiment, c'était génial, j'ai adoré. Et au final, je me retrouve avec un ovni dont je ne sais pas trop quoi vous dire, mais qui m'a quand même plu. Ah si, je pense que la première partie doit se lire lentement pour rentrer dans l'écriture, et après, vous pouvez y aller. Vous pouvez lire des 50 pages, des 100 pages, des 300 pages, peu importe. C'est pas forcément un livre qui se lit lentement, comme je le pensais au début. Je pense que les 200, 300 premières pages se dégustent, et puis après, il faut rentrer dedans pour pas perdre le fil de l'histoire et pour essayer de faire sens de tous ces événements qu'il va nous décrire et qui vont revenir et qui vont former la vie du personnage, comme vous avez certains événements qui ont formé votre vie, qui reviennent en permanence quand vous y pensez. Voilà. Mais c'était très agréable à lire. C'est un livre que je recommande. C'est un livre qui est bien pour n'importe quelle saison. C'est un livre qui est bien parce que en même temps, il n'y a pas d'énormes revendications sur le gouvernement ou le truc comme ça. Tout est subtil. On critique la dictature en montrant à quel point la ville est décrépite, à quel point les gens sont tristes, à quel point les recensements n'ont aucun sens. Mais on ne va pas dire que c'est un régime qui ne sert à rien, qui est violent, qui est brutal. Non, c'est dans le quotidien. On voit l'inutilité de ce gouvernement dans le quotidien. C'est un livre qui se pose des questions sur la vie parce que c'est un homme qui est triste, qui a échoué et c'est un échec qui va l'habiter tout au cours de sa vie. Mais heureusement, et je ne vous le spoilerai pas celui-là, heureusement il va trouver des solutions, il va trouver de l'amour, il va trouver sa place quelque part, même si ça va peut-être prendre plus longtemps que ce qu'il avait imaginé quand il était enfant, comme pour nous tous, j'ai l'impression. Et puis, c'est un livre que j'ai presque envie d'appeler énergétique, dans le sens où il nous... il nous donne envie de faire des choses, quoi. Enfin, moi,
il me donne envie de me dire essaye de croire en tes rêves parce que sinon tu pourrais passer ta vie à te demander pourquoi tu les as pas suivis quoi. On va finir là-dessus, je pense. Je vous fais des bisous. Et si c'est un concept qui vous intéresse, et j'espère que la prochaine lecture sera plus intéressante, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que la prochaine fois, on lit Crime et Châtiment de Dostoïevski. Donc si vous voulez le lire en même temps que moi, allez-y. On se retrouve bientôt. Bye bye.